Il faut que la France reste la France. C'est Éric Zemmour qui fait du Éric Ciotti ou c'est vous qui faites du Zemmour? Qui est-ce qui l'a piqué à l'autre? J'ai retrouvé un tweet de 2002, donc je ne sais pas, on va voir, où j'utilisais déjà cette formule. Donc c'est Éric Zemmour qui fait du Éric Ciotti? Je ne sais pas. Il y a un côté du côté des prénoms. Je crois que c'est beaucoup de Français qui souhaitent que notre nation reste fidèle à ce qu'elle est. Il y a d'ailleurs une magnifique citation du général de Gaulle disant « La France vient du fond des âges, elle vit, l'avenir l'appelle pour autant qu'elle reste elle-même ». C'est ça le sens de ma démarche. Conserver ce que nous sommes, ce qu'il y a de meilleur dans la France, et pas que notre pays soit demain changé, transformé, qu'on nous impose des modes de vie, une culture qui n'est pas la nôtre, par la force, par la violence ou par la soumission. Alors, on va y venir, on va parler de votre programme, mais juste un mot sur le déroulement de ce congrès. Valérie Pécresse puis Xavier Bertrand sont revenus au bercail, ont repris leur carte d'adhérent. Vous dites c'est une bonne nouvelle ou bien en fait c'est un échec de leur tactique. Valérie Pécresse, elle était un peu revenue. Xavier Bertrand, elle a voulu rester à l'extérieur. C'est un échec de leur tactique. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je salue déjà cette première démarche d'unité de rassemblement. On sait que le 4 décembre, il y aura un candidat unique et que tout le monde sera derrière lui. On a traversé beaucoup de difficultés. Moi, je me rappelle les épreuves de 2019. J'étais aux côtés de Laurent Wauquiez quand beaucoup sont partis. Vous savez, je préside la Commission nationale d'investiture. On a préparé les municipales de 2020. Je voulais réunir la Commission d'investiture en 2019. Personne ne voulait l'investiture des Républicains. Donc, je regarde cela avec beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Deux personnes ont tenu la barre. C'est Laurent Wauquiez, c'est Christian Jacob. Aujourd'hui, tout le monde est dans la même barque. Mais je crois que la fidélité, l'ancrage dans des valeurs, c'est important. Moi, j'ai adhéré au RPR, c'était en 1981. Donc, il y a exactement 40 ans. Donc, la loyauté, la fidélité... J'ai toutes mes cartes depuis. C'est pas forcément un critère, mais je le dis, je pense que la loyauté... Tout à l'heure, dans le portrait, c'était important. C'était le débat avec Christian Estrosi. On nous a souvent opposés. Mais qui a changé aujourd'hui ? Moi, j'ai travaillé avec Christian Estrosi. Sa première proposition de loi, c'était le rétablissement de la peine de mort. Chacun peut changer. Chacun peut changer. Mais vous dites, je n'ai pas changé. Je ne pas avoir changé sur mes valeurs, sur mes convictions, sur mes appartenances, parce qu'elles sont bonnes pour la France et elles ne se situent pas par rapport à ce que dit le pouvoir actuel. C'est ça qui va compter dans ce congrès. Si c'est ça qui va compter, ça veut dire que Xavier Bertrand, par exemple, qui est favori dans les sondages, peut ne pas du tout gagner ce congrès. C'est ça, ce qui va compter, ce sont les valeurs que l'on défend, notre socle de valeurs. Pour moi, autorité, liberté, identité. C'est aussi la capacité à rassembler et à convaincre. Moi, je suis convaincu que la gravité de la situation du pays, on nous cache la vérité sur la situation du pays. Moi, je ressens profondément et avec beaucoup d'inquiétude ce déclassement qui frappe notre pays. Ce déclin que l'on subit. La vérité, c'est quoi? C'est la vérité sur, aujourd'hui, ce déclassement. On en parlera sans doute tout à l'heure. Un taux de croissance à 6,5 et un taux de chômage à 7,5. On va en parler avec Pascal Perry qui attend là. On va en reparler, mais ce taux de croissance, il ne fait à peine que compenser le taux de décroissance qu'on a subi de façon beaucoup plus importante que nos amis, que nos partenaires, notamment que l'Allemagne. Mais aujourd'hui, je ressens ce déclin. Et face à cette situation, et on pourra en parler, on va sans doute en parler, sur l'autorité, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la santé, sur la désindustrialisation, sur la paupérisation des Français, sur l'affaiblissement de certains territoires. Moi, je crois qu'on ne peut pas simplement dire on fera mieux que Macron, mais on ira un peu plus loin. Mais non, moi je crois qu'il faut renverser la table. Il faut une révolution programmatique. Il faut tout changer pour que la France reste fidèle à elle-même. Finalement, changer pour que rien ne change. Voilà, du Guépard, du Guépard, de Lampedusa. Bon, il faut ça. C'est ça cette. Alors, on va regarder dans le détail, mais d'abord j'ai une petite question encore technique. Vous avez trouvé vos parrainages, c'est-à-dire qu'il faut 250 parrainages sur 30 départements. Je les aurai, j'y travaille aujourd'hui. Et d'ores et déjà, les promesses qui arrivent sont supérieures à ce chiffre. Alors, la justice, c'était un peu l'actualité d'aujourd'hui. Emmanuel Macron a lancé les États généraux de la justice. Pour vous, la justice, elle est laxiste aujourd'hui.
Mais est-ce que ce n'est pas surtout un problème de moyens et de lenteur lorsque, par exemple, alors on va écouter le président tout de suite, qui défend sa stratégie sur le fait qu'il faut donner de l'argent d'abord pour qu'il y ait plus de moyens et plus de rapidité. L'enjeu à la fin est que les vies de nos concitoyens ne se trouvent plus suspendues, comme mises entre parenthèses du fait de lenteur, de lourdeur, qui ne sont pas la responsabilité des acteurs engagés de la justice, mais qui sont notre responsabilité collective en ce qu'elles sont la conséquence de notre incapacité à réformer un système devenu à bout de souffle. 8% de plus en 2021, 8% de plus dans le budget en 2022. Et un exemple, la professeure qui a été bousculée en Seine-et-Marne, le lendemain, enfin très vite, l'adolescente de 18 ans, condamnée à 5 mois de prison avec sursis, assortie d'un sursis probatoire de 2 ans. Rapidement, donc. Ça bouge. C'est une exception, malheureusement. Et la peine, elle est, somme toute, légère. La réalité, quelle est-elle sur la situation de la justice? Je ne dirais pas que la justice est structurellement laxiste. Il peut y avoir des décisions qui le sont, mais la justice, elle fait avec, aujourd'hui, une situation de paupérisation. Lorsque l'on dépense 1 000 € d'argent public, on ne consacre que 4 € à la justice. Nous avons en France 2 fois moins de magistrats que dans la moyenne de l'Union européenne, de magistrats du siège, 4 fois moins de procureurs. Donc vous avez raison, il y a un problème de moyens. Et ce qui rend que l'exécution des peines aujourd'hui, d'abord, est très lente. Et aujourd'hui, un chiffre, il m'a été communiqué d'ailleurs par le garde des Sceaux à travers une question écrite la semaine dernière, 83 000 peines de prison ferme, exécutoires, donc définitives, sont aujourd'hui en attente d'exécution. Parce qu'on n'a pas de greffiers, parce qu'il manque des greffiers. Les jugements ont été pris, oui. Les jugements ont été rendus, mais ils ne sont pas notifiés. Pas simplement des greffiers, vous avez raison, parce que... En grande partie. Il y a ce qu'on appelle les bureaux d'exécution des peines. Moi, vous savez, j'avais rédigé un rapport pour Nicolas Sarkozy en 2011. Je proposais le recrutement de 500 greffiers, notamment. On avait déjà les mêmes difficultés. En 10 ans, rien n'a été véritablement changé. Et surtout, pourquoi ces peines sont mal exécutées? Parce qu'il nous manque cruellement des places de prison. Vos propositions? Les places de prison, la priorité, c'est construire des places de prison. Nous avons aujourd'hui un peu moins de 62 000 places de prison. Sous Nicolas Sarkozy, 7 000 avaient été construites, un peu plus de 2 000 sous François Hollande. Nous en sommes aujourd'hui à moins de 2 000 sous Emmanuel Macron. Le garde des Sceaux nous dit 7 000 d'ici la fin du quinquennat. C'est un subterfuge parce que c'est des décisions qui ont été prises, mais les places ne seront pas livrées. Donc la promesse de 2017 de construire 15 000 places est très loin d'avoir été exécutée. À peine 10% de cette promesse. Aujourd'hui, il faudrait dans notre pays, pour exécuter les peines, pour respecter un principe essentiel, l'encellulement individuel, c'est un principe qui garantit le droit des prisonniers aussi, il faudrait, à mon avis, 100 000 places de prison. Ce que je propose, c'est un plan de construction, et notamment un plan de construction très rapide. On peut faire 5 000 places avec des préfabriqués, et installé dans les établissements actuels, on peut le faire en une année. Donc c'est un choc pour améliorer la réponse pénale. La réponse pénale, elle est trop lente, elle ne répond pas. Vous savez, la justice est saisie d'environ 4 200 000 affaires par an. Il y a 600 000 crimes et délits dans notre pays. Il y a 230 000 condamnations à de la prison ferme, une partie avec sursis, et il y a 63 000, il y a 68 000 aujourd'hui détenus. Donc vous voyez d'un côté 4 100 000 faits et en bout de chaîne, donc moi, il y a une déperdition à tous les niveaux. Donc, 100 000 places de prison, c'est énorme, c'est énorme. Enfin, voilà, parce que des préfabriqués, c'est peut-être... c'est 5 000, mais tout ça, c'est sur un quinquennat. C'est sur un quinquennat, ça veut dire que par rapport à la situation actuelle, il faudra construire, hormis ce qui est déjà engagé, il faudra construire 35 000 places. Voilà, c'est une volonté, c'est un choix politique. Alors, on deuxième est question. dans des pays d'Europe qui incarcèrent moins que la moyenne. Voilà, il y a 102, 103 détenus pour 100 000 habitants, sans parler des États-Unis où il y a 700 détenus pour 100 000 habitants.
on est en Grande-Bretagne à 130. La Grande-Bretagne, ce n'est pas une dictature quand même. Alors, deuxième sujet, l'immigration zéro. Écoutez Valérie Pécresse. On parle beaucoup d'immigration et beaucoup de candidats à la présidentielle expliquent que si on les élit, il y aura immigration zéro à partir de mai 2022. C'est tout à fait impossible, ça n'est absolument pas crédible. Moi, j'ai posé sur la table un vrai projet de loi constitutionnel que je soumettrai à référendum. Ce projet de loi constitutionnel, il permet de réguler, de stopper l'immigration incontrôlée, de réguler vraiment l'immigration. C'est un projet de loi qui repose sur des quotas migratoires, avec la possibilité de choisir les étrangers que l'on laisse entrer dans notre pays en fonction de leur capacité d'intégration. Qu'est-ce que vous faites de différent, de semblable? Vous voulez diviser par 2 le nombre d'immigrés. Comment vous faites? Et l'immigration zéro, ça existe pour vous? Immigration zéro, ce n'est pas une formule crédible. Il y a une immigration qui existe et qui existera toujours. La question, c'est le nombre. Parce que le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est la capacité de notre pays à intégrer, à assimiler, je préfère d'ailleurs, à notre histoire, aux valeurs de la République, les personnes qui arrivent. Et aujourd'hui, comment vous faites alors? On est totalement incapable. Donc, ce que je propose, c'est la fin du regroupement familial automatique. C'est la réduction du rattachement familial aussi, qui est très complaisant, notamment par le détournement du mariage. C'est la limitation de l'immigration étudiante qui atteint des records. Plus de 90 000 titres de séjour au titre de l'immigration étudiante. Ça veut dire qu'on a quasiment doublé depuis que Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée. On voit bien que... Et par un référendum constitutionnel, parce que, par exemple, le regroupement familial, il est obligatoire, entre guillemets, ne serait-ce que si on applique le préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit une vie normale, familiale normale pour tous. C'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'on a ratifié, voilà, qui peut avoir une valeur constitutionnelle. Donc, il faut modifier la Constitution. Et là, je suis naturellement d'accord avec Valérie Pécresse. Je l'ai proposé depuis très longtemps. J'ai déposé un texte, c'était en 2017 d'ailleurs, constitutionnel à l'Assemblée nationale, et le groupe Les Républicains l'avait d'ailleurs repris, on en a débattu, qui propose justement cette réforme. On peut, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais ça pose la question de la souveraineté juridique de notre pays. Justement, là-dessus, il y a eu un débat, on le sait. Aujourd'hui, le président Macron, dans le même discours, a dit « Je vois qu'on remet beaucoup en question la souveraineté, la suprématie du droit européen pour l'utiliser. » Et donc vous êtes sur la ligne de la Constitution française est plus forte que tous les traités européens. Bien sûr. Je crois et donc sur la ligne de la Pologne? Globalement, oui. Globalement, oui. Et c'est une grosse différence avec Michel Barnier, je le dis d'ailleurs. Hein, j'ai entendu ce qu'il a dit hier dans ici, son sur émission. Ce plateau. Ouais. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je considère que je crois aux États-nations. L'Europe doit être un plus, mais ne doit pas altérer notre souveraineté nationale, notamment en termes migratoires. C'est pour ça que je propose une modification de l'article 55 de notre Constitution qui installe la primauté des traités, sauf, je souhaite qu'il y ait cette exception en matière migratoire. Autrement, on va perdre le cours de notre destin sur d'autres sujets. Il y a très peu de règles européennes qui interviennent sur l'immigration. Il y a très peu de règles. La Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Oui. Sachant que l'Allemagne, par exemple, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'intègre pas la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, il en est de même pour la Grande-Bretagne, qui, même si elle n'est plus dans l'Union européenne, a toujours ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Je prends un autre exemple sur la souveraineté qu'on doit réinstaller. La souveraineté juridique, c'est essentiel parce que, vous savez, en tant que parlementaire, souvent, je suis frustré. Et mes collègues ressentent ce sentiment d'impuissance. On nous oppose en permanence des textes qui ont été certes ratifiés, mais qui n'ont pas la même légitimité démocratique. Quelle est la base de cette légitimité démocratique? Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui risque de réduire le temps de travail des militaires. Mais c'est totalement ahurissant. On est au cœur de notre pacte républicain, de notre défense nationale. Quand un État ne peut plus se défendre, on va dire à un militaire au bout de la 36e heure, « Ah, tu combats plus ?»
Alors, je force un peu le trait. Oui, parce un peu. qu'on nous dit, c'est pas pour les opérations extérieures de guerre. Mais l'opération Sentinelle, c'est quoi? Est-ce que c'est une opération de guerre? Est-ce que la guerre contre le terrorisme islamiste dans nos quartiers, est-ce que là, il y a du temps de travail ou non? C'est ridicule, quoi. Voilà. Mais est-ce que on ne peut pas être dans cette logique. Oui. Je crois que l'Europe, pour moi, c'est pas ça. Mais donc c'est technique, mais c'est pas sur les valeurs. Vous voulez dire que c'est sur des mesures techniques, mais sur les valeurs, vous restez européen et vous restez à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense que l'Europe, on doit la remettre en bon ordre. L'Europe, elle a dérivé. L'Europe, elle est devenue technocratique. L'Europe, elle empiète sur notre souveraineté, j'en parle, sur la sécurité, sur l'immigration. Quand on veut remettre en cause le modèle des sapeurs-pompiers volontaires aussi, mais on marche sur la tête. Donc je dis, attention, Emmanuel Macron est pour cette Europe un peu naïve. Voilà, bon, je reprendrai la formule du général de Gaulle, voilà, sauter comme un cabri, mais ça ne nous fait pas avancer le débat. Moi, je suis pour l'Europe gaulienne, l'Europe de la paix, l'Europe des oui, mais projets. vous restez dans l'Union européenne. Bien entendu. Il y a une avancée gigantesque, on en parlera, c'est l'euro. Si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, on serait dans une dérive totale. Ce qui nous protège, ce qui nous a protégés de la crise sanitaire, c'est l'euro. Qui a racheté la dette de la France, qui est aujourd'hui qui est montée jusqu'à presque 120% de notre richesse nationale? C'est la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est une avancée essentielle, concrète. Il faut la conserver. Mais quand l'Europe s'occupe de nos militaires ou de nos pompiers, là, je dis attention. Et je comprends la Pologne qui dit halte là aujourd'hui. Alors, dernière question avant qu'on passe avec Pascal sur les questions économiques. Aujourd'hui, il y a eu des menaces de mort envers des enseignants. Il y a une enquête qui a été ouverte, menace avec une photo de Samuel Paty, des coupures de presse. Le couple bénéficiait d'un dispositif de mise en sécurité. Et Gérald Darmanin a dit « Nous ne laissons rien passer face à ceux qui menacent aux enseignants. Les services de police sont totalement mobilisés pour retrouver les auteurs de telles menaces. » Qu'est-ce que vous feriez de différent face à cette situation ? Beaucoup de choses. On a voté un texte de loi à l'Assemblée nationale qui est vide de contre les séparatismes. Qui est vide de toute substance. Voilà, je crois qu'il y a eu une grande loi qui a été extraordinairement courageuse. C'est celle qu'a voulu Jacques Chirac, aidé par François Baroin, Luc Ferry. L'interdiction du port du voile à l'école. Ministre de l'Éducation nationale, l'interdiction du port du voile à l'école. Ça a été un coup d'arrêt à la montée des revendications communautaristes et donc islamiste. Aujourd'hui, on est très très loin de ce courage. Quand on a débattu des amendements sur les accompagnants des sorties scolaires, refus du gouvernement. Quand on a voulu interdire le port des signes religieux, du voile pour les fillettes, refus du gouvernement. Quand on a voulu interdire le burkini, refus du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas le courage de combattre ce qui sont des marqueurs, des conquêtes, des drapeaux déjà quelque part un peu de l'avancée. Qu'est-ce que vous faites dans une situation similaire? Des enseignants menacés, des enseignants en difficulté pour parler de Samuel Paty. Il faut mieux protéger nos enseignants. Il ne faut pas les laisser seuls. Vous savez, dans les Alpes-Maritimes, à Cap d'Aille, ça a été la première école qui a porté le nom de Samuel Paty, grâce à un maire courageux qui s'appelle Xavier Bec. J'étais à ses côtés quand on a inauguré avant la rentrée scolaire cette école. Il n'y avait aucun représentant de l'État. Et ils avaient tout fait pour dissuader de nommer cette école maternelle Samuel Paty. Bien sûr qu'il y avait des craintes, mais voilà, il faut du courage. Pour lutter contre l'islamisme, il faut du courage. Et Jean-Michel Blanquer, avec son nouveau club sur la laïcité, il ne répond pas à ça. Mais pourquoi il n'a pas remis en place la circulaire qu'il avait lui-même rédigée? Il était à l'époque directeur général des enseignements scolaires, le DGESCO. Nicolas Sarkozy était président de la République. Luc Châtel était ministre de l'Éducation. Il y avait une circulaire qui interdisait le port des signes religieux pour les accompagnants scolaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit des signes religieux dans l'école, mais quand on est en sortie scolaire, des parents peuvent venir avec leurs signes de prosélytisme religieux. Eh bien, Jean-Michel Blanquer, il a été mis en minorité dans ce gouvernement. Je le sais, c'est un amendement que j'avais défendu. Il y a eu 2 heures de suspension de séance. Jean-Michel Blanquer voulait soutenir mon amendement. L'Élysée lui a interdit. Eh bien ça, j'appelle ça de la lâcheté face à l'islamisme.
Alors, dans un instant, donc c'est tout de suite Pascal Périf, c'est le grand oral qu'on propose aux candidats à ce congrès des Républicains. Pascal, éditorialiste économique, vous avez première question. Évidemment, c'est sur les carburants. Oui, sur les carburants, il y a une inquiétude, Monsieur Ciotti, autour de ces questions. Il y a un chèque énergie pour l'électricité, 5 millions de foyers, 100 €. La perspective offerte par le gouvernement, ça n'est pas une baisse générale de la TICPE, la fiscalité sur le gazole et sur le super, mais plutôt, là encore, un chèque carburant. Est-ce que ça vous paraît être la bonne formule? Qu'auriez-vous fait vous-même? Alors, je ne suis pas pour la logique du chéquier ouvert, parce que ce n'est pas durable et ce n'est pas pérenne. Aujourd'hui... Peut-être que la hausse n'est pas durable non plus. Peut-être que c'est destiné à l'accompagner. On est à plus de 80 $ le baril. 85, oui. Les spécialistes évoquent même 100 $ en perspective. L'offre est réduite et la demande augmente avec la reprise de la croissance internationale. Donc il y a cette problématique. Aujourd'hui, un ménage, à la veille de l'hiver, va avoir environ 1 500 € de frais pour se chauffer dans l'année et 1 500 € pour se déplacer. Là-dedans, il y a près de 40% de taxes. Moi, ce que je propose, c'est une mesure très simple. Aujourd'hui, sur un litre de carburant... À 1,55 €, vous avez 90 centimes de fiscalité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la TICPE et c'est la TVA. C'est ça. Moi, je propose qu'on supprime la TVA sur la TICPE. Parce qu'aujourd'hui, il y a la taxe. C'est la taxe sur la taxe. Et il y a la taxe sur la taxe. Donc, cette TVA, c'est un coût. Si on prend tous les carburants, la TICPE, c'est 37 milliards d'euros, je crois. C'est ça. La TVA, donc 20%, c'est environ 7 milliards et demi. Mais l'assiette est plus large. Moi, je propose qu'on concentre sur le carburant pour les ménages. Donc, ça serait un coût de 3-4 milliards d'euros. L'augmentation du prix du carburant a rapporté 2 milliards d'euros à l'État. Oui, c'est vrai. 2 milliards d'euros à l'État. Oui, mais si, voilà, donc c'est une mesure la hausse continue... Si la hausse continue pendant plusieurs mois, elle ne peut pas être effacée par la baisse de ces taxes. On ne peut pas donner, peut pas donner des chèques tous les mois. Donc oui. Là, c'est une mesure pérenne et durable. Je crois qu'on ne peut pas payer un impôt sur l'impôt. Lorsqu'il y a la TICPE, on ne peut pas payer la TVA. Moi, la mesure, elle est simple. Elle a un coût, mais elle est simple. Bon, et pourtant, l'État a besoin d'argent. C'est 4 milliards d'euros. Une baisse un peu significative du prix du gazole, c'est 10 centimes. 1 centime, ça n'aurait pas de sens. C'est 4,1 milliards d'euros. Si on enlève la TVA, ça fera qu'un centime de moins. C'est pas 10%. C'est quand même extrêmement important pour un ménage. Ça fait 6 milliards d'euros, en effet. Bon, il y a les ménages d'un côté. Vous posez la question, au fond, qui doit faire un effort? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les ménages? L'État fait déjà beaucoup d'efforts. Comment sortir de la situation d'impasse budgétaire dans laquelle on se trouve? D'ailleurs, vous l'avez dit, 37 milliards d'euros la fiscalité sur les carburants, c'est plus que l'impôt sur les sociétés. Absolument. Et vous l'avez répété tout à l'heure, nous sommes endettés au-delà de 100% de la richesse créée. Il faut des recettes, où on les trouve? Il faut des recettes où il faut moins de dépenses. Oui. Voilà, ça, c'est plus long. Oui, mais moi, j'ai des solutions, si vous me donnez 2 minutes. Bien sûr. La dette, ce sera 3 000 milliards d'euros de dette, budget 2022. 114% du PIB, on est monté à presque à 120 avec la crise sanitaire. Là-dedans, on a des dépenses, donc record de dette. On est au niveau de l'Espagne, il n'y a que l'Italie qui nous dépasse et la Grèce. Là-dessus, pardonnez-moi. L'Allemagne, c'est 65%. J'ai posé la même question l'autre jour à Michel Barnier. Vous auriez fait le quoi qu'il en coûte ou pas? On a fait un quoi qu'il en coûte. Bien sûr qu'il fallait sauver l'économie. Je ne l'aurais peut-être pas fait de façon aussi durable et aussi massive. L'Allemagne, par exemple, a dépensé moins. Le déficit budgétaire lié à la crise a été inférieur en Allemagne. Pour autant, la baisse de la croissance en 2020 a été plus faible en Allemagne. Aujourd'hui, elle est de 3,5, la croissance en Allemagne, et en France de 6,5. Oui, mais ils sont beaucoup moins diminués. Nous, on a perdu 9%. C'est le rebond. On a perçu 9%. Donc, quand on baisse de 9% et qu'on remonte de 6%, l'Allemagne a baissé de 5-6 et elle remonte, mais elle est toujours plus haute. Donc, la réalité, elle est là. Quand on a aujourd'hui 50, on est monté au cœur de la crise à 67% de dépenses publiques. Ça veut dire que on était presque dans une économie nationalisée. On est aujourd'hui à 57%. On a le record du monde des pays de l'OCDE, je crois, en matière de dépenses publiques. Alors, comment on fait ? C'est baisser massivement la dépense publique. Je propose 250 milliards d'euros sur le prochain quinquennat
de baisse, 250 000 fonctionnaires de moins, ce qui, dans un cadre de 100 milliards d'euros de dépenses publiques en moins. Je termine. Je les prends notamment sur le fait de porter la retraite à 65 ans. C'est 20 milliards d'euros d'argent public en plus pour l'État. Donc moins de cotisations, moins de pensions versées, plus de cotisations. Une année de plus, c'est 10 milliards. 20 milliards d'euros. Je propose de passer aux 39 heures, et notamment dans la fonction publique, payer 38. Donc, payer 38. L'État assumerait une part, mais le fonctionnaire qui a la garantie de l'emploi, ou l'agent public, en prendrait aussi une petite partie. Je propose une grande réforme de décentralisation, avec plus que 2 échelons territoriaux. Une collectivité que j'appelle la province, qui serait la fusion des départements, et des régions et des métropoles. Et deuxième strate, qui fait partie de notre histoire, de notre ADN, la commune. Donc plus que 2 strates. Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'ubuesque. Vous savez, moi, dans les Alpes-Maritimes, on a la métropole de Nice, on a la région, on a le département, on a des syndicats. La métropole de Nice, c'est simplement la fusion, le regroupement de certaines compétences des communes. Sans que ces communes aient vu leurs effectifs baisser, il y a 12 000 fonctionnaires à la métropole de Nice. C'était ma question. Voilà. Alors, vous allez vers des pays. Bon, très bien. Je dis province. Des provinces, parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait C'était le rapport Balladur. Qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires territoriaux, des régions, des départements, des intercommunalités? Vous savez comme moi que les grandes régions n'ont pas permis de réaliser d'économies. Au contraire, même, ça coûte un peu plus cher parce qu'on a aligné les statuts des plus modestes sur les statuts des plus riches en termes sociaux. Que faites-vous, vous, de tous ces fonctionnaires? Est-ce que vous les gardez? Moi, j'ai présidé pendant 9 ans le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Quand je suis arrivé, il y avait 5100 fonctionnaires. Quand j'ai quitté la présidence, il y en avait 4300. Bon, voilà. Donc, on peut le faire. Et sans problèmes sociaux, sans grève, simplement en recentrant nos compétences, en recrutant moins, parce qu'on n'est pas obligé de recruter comme chaque année. Je prends l'exemple des intercommunalités. Ça a été pointé par la Cour des comptes. On nous dit les intercommunalités, on est censé mutualiser les compétences. Et au final, on a plus de voitures, plus de locaux, plus de dépenses. C'est l'inverse qui se produit. Mais pardon, mais dans les 250 000 fonctionnaires... Il y en aura une partie dans les collectivités. Il y en aura une partie dans les collectivités. Dans la fusion, combien sur les 250 000, vous l'avez évalué? Moi, je pense que sur un quinquennat, c'est sans doute un tiers de l'effort. Moi, je ne vois pas à la fonction publique hospitalière. Je ne touche pas à la fonction publique hospitalière, mais je répartis différemment la fonction publique hospitalière. Plus de médecins, la fonction publique hospitalière, c'est, je crois, un peu plus d'1 million d'agents hospitaliers. Essentiellement fonctionnaires, mais il y a aussi des contractuels. Mais aujourd'hui, on est, je crois, à 3/4 des effectifs qui sont des soignants, des aides-soignants, et on a 1/4, et c'est une croissance insupportable, d'agents administratifs. Un peu plus, oui, voilà. C'est plus de 30%. C'est même plus de 30%. Vous voyez, je modère pour ne pas faire l'objet de fact-checking qui serait défavorable. Moi, je propose une mesure, c'est que les hôpitaux soient dirigés par des médecins. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a les instituts qui luttent contre le cancer, qui sont institutionnellement dirigés par des médecins, des professeurs de médecine. C'est le cas dans celui de Nice, le Centre Antoine La Cassagne. Par contre, à l'hôpital, on a des fonctionnaires qui n'ont qu'une vision comptable et qui ont eu de cesse de faire gonfler l'appareil administratif au détriment des soignants. Donc il faut privilégier le soin. Et on a vu combien, malheureusement, au cœur de la crise sanitaire, notre système de santé, que l'on pensait avec sans modestie comme le meilleur au monde, a été malheureusement pris en défaut, non pas par la qualité des médecins, des soignants qui ont été extraordinaires, mais par une technostructure, par des agences régionales qui sont dépassées et qui sont aujourd'hui, je dis, nuisibles au système de santé. Un mot maintenant sur les impôts. Oui, alors, les impôts. Vous proposez notamment... Il nous reste combien de temps, la route? Quelques minutes. Allez, quelques minutes. Il y a un impôt qui est très symbolique en France, c'est l'impôt sur les successions. Oui. Vous voulez l'abolir? Absolument. Moi, je me rappelle, pour avoir étudié l'histoire des libéraux américains, que George Bush fils voulait précisément, comme vous, abolir l'impôt sur les successions. Et ce sont les grands dirigeants américains
ceux qui dirigent notamment Bill les Gates et GAFA, autres. quelques autres aujourd'hui qui lui ont dit pas du tout. Chez un vrai libéral, un libéral pur souche, la roue de la fortune tourne à chaque génération. On a fait notre fortune, on a réussi à nos enfants de faire leurs preuves. En fait, vous voulez, à travers ça, perpétuer un système de rente. On transmet la fortune de père en fils ou de mère en fille. Vous savez, vous comparez deux systèmes qui ne le sont pas. Vous savez combien est l'abattement en ligne directe sur l'impôt sur les successions aux États-Unis? Oui. Il est de 12 millions, je ne sais pas si c'est des dollars ou d'euros, 12 millions d'euros. Oui. Nous, c'est 100 000 euros. Et le taux maximal, c'est-à-dire quand on a un patrimoine de plus d'1 800 000 euros, c'est 45% en France. Il n'y a que le Japon et la Corée qui dépassent la France en matière de droits de succession. 15 pays sur les 35 de l'OCDE ont supprimé les droits de succession. L'impôt sur les successions, pour moi, c'est un impôt sur la mort. C'est un impôt qui, on disait tout à l'heure, la TVA, un impôt sur l'impôt, mais toute sa vie, on paye un impôt. La TVA, C'est le cas aux la États-Unis CSG, aussi, hein. l'impôt sur le revenu. Et quand on quitte ce monde, les enfants payent aussi un impôt. Alors, je nuance parce que je propose qu'on continue à payer des impôts pour les patrimoines supérieurs à 5 millions d'euros. Je propose aussi de fluidifier la circulation du capital. Vous savez, en France, aujourd'hui, on a 5 200 milliards d'euros d'épargne. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre. C'est 13 000 milliards, mais 5 000 liquides. Voilà, liquide. Oui. Hein. Après, le reste, c'est immobilisé. patrimoine des ménages, c'est C'est ça. 13 000 milliards d'euros. C'est ça. Mais l'épargne liquide, c'est 5 000 C'est ça. milliards. On hérite à plus de 50 ans aujourd'hui, 52 ans. Moi, je propose une mesure simple, c'est que les grands-parents puissent faire des donations en exonération fiscale de droits de donation jusqu'à 150 000 euros, pour faire en sorte que cet argent, il aille vers... Une fois ou plusieurs fois? Une fois, aujourd'hui, c'est tous les 10 ans. Je propose que ça soit tous les 5 ans, D'accord. pour accentuer la mobilité du capital. Voilà, il faut aujourd'hui que cet argent qui est bloqué, je crois qu'il y a 250 milliards d'euros liés à la crise sanitaire, où on a épargné plus, parce qu'on a consommé moins, ben je propose qu'on le remette dans le circuit. Et ça, ce ne sont pas les riches qui en bénéficient, ce sont les classes moyennes qui le subissent. Et moi, je veux des mesures qui favorisent le travail, qui favorisent les classes moyennes. Et ceux qui n'ont pas de patrimoine du tout, est-ce qu'il y a des mesures pour eux pour justement que leurs enfants puissent avoir des moyens? Parce qu'il y en a qui disent revenu universel, il faut avoir pour que chacun puisse avoir un départ dans la vie je crois pas que moins injuste. Je ne crois pas que les allocations, les chéquiers, on va mettre en place le RSA jeune. Monsieur Macron va mettre en place si sûr, hein. le RSA jeune. C'est pas si sûr. Moi, je parie avec vous à la veille de la campagne électorale. Le chéquier est ouvert. Mais j'ai l'impression que c'est enterré. Ça n'aura pas ce nom-là, ça s'appellera le revenu d'engagement. Oui, mais ça correspond à ça. Mais quelle logique de dire à un jeune qui est en difficulté, au lieu de travailler, alors qu'on a aujourd'hui un taux de chômage qui reste, un nombre de chômeurs qui reste important, 3,5 millions de catégorie A, 5,5 millions si on additionne toutes les catégories. La première mesure, au lieu de l'inciter à travailler, à gagner sa vie, c'est lui dire on va lui donner un revenu pour ne rien faire. Non, ce n'est pas ma logique. Et après, je propose, si vous le permettez, en matière, parce que ça, c'est la véritable révolution, je propose une flat tax sur l'impôt sur le revenu. Il faut expliquer. Voilà. Donc, c'est un impôt proportionnel pour tous. Un taux unique. Un taux unique, un taux unique où il n'y a plus de proportionnalité. Il y a proportionnalité, mais il n'y a pas progressivité. Il n'y a pas de progressivité. Il n'y a pas de progressivité, vous avez totalement raison, parce qu'aujourd'hui, le taux marginal aussi de l'impôt sur le revenu, c'est 45%. C'est un taux quasiment confiscatoire. Et ça conduit à quoi? L'impôt sur le revenu rapporte, j'allais dire, à peine 78 milliards d'euros. Il y a presque 100 milliards de niches fiscales. Pourquoi on a ces niches fiscales? Parce que l'impôt, il est trop lourd. Donc, on a des procédures... L'impôt sur le revenu. On a des procédures d'évitement, de délocalisation. Mais le même taux pour y compris des gens qui gagnent le SMIC? 15%? La limite serait le SMIC. Un SMIC par part fiscale. Voilà. Pour un couple, un ménage qui est 2 personnes qui travaillent, qui sont au SMIC, on resterait aujourd'hui au niveau d'aujourd'hui, c'est-à-dire 0% ou 1 euro symbolique. Parce que le symbole de payer un impôt, c'est important donc, pour moi. Et après, on part à 15%, mais donc qu'on gagne 1 million par an ou 100 000 euros. Il y aurait une augmentation pour personne, quasiment. Et en revanche, il y aurait une diminution pour ceux qui, aujourd'hui, 10% des ménages payent 70%
de l'impôt sur le revenu. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Pourquoi? Parce que ça conduit à investir ailleurs. Vous parliez tout à l'heure des économistes américains libéraux. On pourrait citer l'affaire qui dit que que l'impôt tue l'impôt. Moi, je suis pour un impôt à assiette plus large, avec moins de niches fiscales et un taux plus faible. Voilà. Les autos tuent les totaux, vous connaissez la formule. Absolument. Barthélemy de la Fémas, ministre de l'économie, enfin, ça s'appelait pas ministre, à l'époque d'Henri IV. On est d'accord, donc vous adhérez à ma flat pack. Ah, les autos tuent les totaux, c'est sûr. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, voilà une forme de grand oral, d'examen de passage très intéressant sur votre programme économique. On les reprendra parce qu'il y aura des débats, les débats de comparaison entre les candidats, et on parlera de ces programmes économiques. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Une petite dernière question. Demain matin, vous retrouvez, j'allais dire vos copains. C'est vrai, c'est vos copains ou bien, enfin bon, vos concurrents, vos compétiteurs, je ne sais pas comment vous les déterminez. Ce sont tous des amis. Après, la compétition, elle est là. Il y a des différences. Vous savez, autour de cette table, demain matin, je serai vous êtes au petit déjeuner. Je serai le seul à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. C'est une petite différence. Enfin, petite. Elle est de taille, je crois. Voilà, donc vous les retrouvez demain matin autour de Christian Jacob. Vous en attendez quoi ? De définir les règles sereines, et elles le seront, de la compétition. Voilà, et puis on échange, et avoir la garantie, bien sûr, que tout le monde tirera dans le même sens pour le 4 décembre. Moi, le 4 décembre. Je suis pour qu'on gagne. Voilà, je suis convaincu, et ça c'est une conviction profonde, que seul le candidat issu des Républicains pourra battre Emmanuel Macron. Toutes les autres hypothèses, à mon avis, sont perdantes. Donc, on a une responsabilité lourde qui passe par un devoir d'unité, un devoir de proposition aussi. Moi, je suis pour couper le robinet d'eau tiède. Et vous avez vu, j'ai des propositions un peu détonnantes, un peu choc, qui sont différentes. Et je crois qu'on y arrivera comme ça. Et c'est pour cela que je suis engagé, pour poser des idées fortes, claires, de droite, pour établir une digue étanche avec le macronisme. Et si on tient ce cap... Et avec le zémourisme et avec le lepénisme, je pense qu'on peut gagner. Bon, je vous l'ai demandé. Mais sinon, c'est les digues des deux côtés. Mais je vous ai dit que seuls les Républicains pouvaient gagner. J'ai cette conviction et je me battrai pour cela. Merci beaucoup. Merci, Éric Ciotti.